Now we care like we never were. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read him twice. Something tell me I'm bound to perfection. The 1,000 years and 2,000 years. Now we care like we never were. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read him twice. Something tell me I'm bound to perfection. The 1,000 years and 2,000 years. Life
Now we care like we never were. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read them twice. Just something tell me I'm bound to perfection. A thousand years and 2,000 years. One girl, can you tell? I'd like to say, like you gotta say. Call it climate change, I call it climate security. Got my town to follow your trail. Headed to her Greenland if I have to. I like your lips, I like your smile. I hold you in my arms 'cause I love you. Now we care like we never were. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la revue de presse du monde moderne tous les matins, ou presque à 9h ou presque, et 9h07. Voilà, on est quasiment à l'heure. Vous êtes en live, c'est sur Twitch. N'hésitez pas dès à présent à partager le lien de cette revue de presse. Je sais que vous le faites sur vos réseaux et ailleurs. À vous abonner aussi et en parler autour de vous. C'est ça qui fait que ça va marcher. On est aussi... Vous pouvez nous retrouver sur YouTube et ailleurs, évidemment, un peu partout. Très bien coiffé, oui, pour une fois, ça change. Bah oui, parce que quand même, nous sommes le lundi 17 janvier 2022. Et c'est le premier jour de l'ère du Macronistan libéré. Ça y est, hier, cette assemblée de Playmobil a voté le pass vaccinal. Ils sont très fiers, hein, comme des pigeons qui chient sur l'échiquier. Ils ont foutu en l'air la République et ils sont contents comme tout. Voilà. Parce que oui, le pass vaccinal a été définitivement adopté par l'Assemblée nationale, avec très peu de députés comme d'habitude, sur la base en fait des mensonges d'Olivier Véran qui t'expliquait que oui, non mais les anticorps, c'est complètement surfait, c'est bidon. Il faut complètement se vacciner, et puis il faut emmerder. Oui, bien sûr, la rupture d'égalité, mais c'est normal, parce qu'on est dans une pandémie, c'est très grave. Alors que tous nos voisins sont en train d'arrêter avec le délire covidiste, et de dire, bon les gars, je crois que ça y est, on tient le bon bout, alors on arrête les conneries. Ben non, nous on a un mec, c'est Emmanuel Macron, c'est l'épidémiologiste en chef, et là il a un plan, c'est d'arriver en mars et de dire, j'ai battu le Covid avec mes petits poings. Grâce à moi, vous êtes sauvés. Grâce au pass vaccinal aussi. Et vous aimez bien être enfermé, de toute façon, vu que vous êtes des connards qui aimez bien être enfermés, je vous emmerde. Et ben voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est assez terrible. Et on peut dire, oui, je suis dépité, complètement dépité, enfin vous vous rendez pas compte. On peut dire merci aux Républicains, au Modem, à Agir, à la République En Marche évidemment. Ces 5 ans ont été une boursouflure de bêtises comme j'ai rarement vu en fait. On a une représentation nationale où t'as un mec comme Philippe Bas qui est sénateur et qui dit ah oui je vote la loi mais je sais pas vraiment à quoi elle sert. Mais dans le doute je la vote. Mais dis donc, mais moi je me demande aussi à quoi tu sers Philippe. J'ai envie que tu traverses la rue, que tu trouves un autre boulot en fait. Ces mecs-là nous ont trahis, ils ont trahi les valeurs de la République. Tout ça pourquoi ? Pour des petits calculs politiciens, pour faire passer Pfizer comme étant le champion de la santé. Alors Pfizer, vous allez voir, on va en parler beaucoup dans cette revue de presse parce que il y a une offensive RP du patron de Pfizer. Il était sur BFM ce matin. Il y a une grande interview dans le Figaro, me semble-t-il. Et ça y est, Pfizer va investir 520 millions en France dans la recherche. Non, c'est sur 5 ans et c'est uniquement, ils ont un partenariat avec une entreprise, je sais plus, dans le sud de la France, pour produire le Paxlovid, leur petite pilule miracle qui va remplacer la chloroquine qui marchait pas, puisque là ça marche, vu que c'est Pfizer. D'ailleurs, on va en parler du Paxlovid, vous allez voir, parce que tu te demandes, mais il y a quoi dedans ? C'est étonnant.
C'est assez étonnant. Hein. Du coup, ça fait poser des questions quand même. Mais du fait que ça marche, donc sur l'origine du Covid, puisque ça, on a laissé tomber aussi. Les Chinois, apparemment, l'économie chinoise ne s'est jamais aussi bien portée. Là, ils ont fait une croissance à 8,2%. Ils sont en train, bien sûr, de mentir sur les chiffres du Covid parce qu'il y a les JO qui arrivent, donc ils font gaffe. Mais comment je fais pour garder la bonne humeur? Bah, je prends pas ça au sérieux. Tu lis ça et tu dis, mais comment font-ils pour eux se prendre au sérieux? En fait, c'est ça le plus compliqué. Mais là, je dois dire quand même que les mecs aient réussi à voter, à passer 2 semaines à discuter d'une loi qui sert à rien, qui est complètement bidon, puisque les mecs qui sont pas fait vacciner vont pas le faire à cause de cette loi. Ça va juste faire qu'ils vont être encore un peu plus loin de la société de surveillance. Tout le monde s'en méfie, mais ce pass n'a rien de sanitaire et il est là pour instaurer une société du pass. Vous avez d'ailleurs Thierry Breton, qui est commissaire européen, qui était ancien patron d'Atos Thales, qui est à la manœuvre pour un pass d'identité numérique européen, qui verrait le jour en septembre 2022. Le conflit d'intérêts est énorme, hein. C'est encore pire que Madame von der Leyen et son mari dans les biotech. Là, on a carrément l'ancien patron d'Atos qui est en train d'organiser cette petite fouine de Thierry Breton. Alors lui, c'est un conflit d'intérêts sur pattes. Hein. Tu croyais que tu avais déjà tout vu avec Delevoye, tous les mecs de la Macronie. Non, t'as Thierry Breton. Lui, c'est le roi du monde. Il est même légataire testamentaire de Bernard Arnault. Il est dans tous les bons coups, Thierry Breton. Et donc, le meilleur coup, c'est bien sûr le passeport digital, l'ID numérique Thales, vendu donc en 2022 pour l'Union européenne. Je pense qu'on devrait en parler davantage. Évidemment, personne n'en parle. On se focalise sur le pass vaccinal qui n'a qu'une seule vocation, c'est d'habituer les Français. Bonjour, oui, c'est pour un café. Alors, excusez-moi. Alors, oui, alors j'ai mon QR code, voilà. Pardon, il n'est plus à jour. Excusez-moi. Alors, je dois avoir l'autre qui est à jour. Et puis, j'ai ma carte de mobilité. Donc, vous voulez faire quoi? Une vérification de cohérence documentaire. C'est pas un contrôle d'identité. Ah oui, d'accord. Très bien. Écoutez, oui, j'ai ma carte vitale, si vous voulez. Voilà, j'ai ma carte vitale. C'est formidable. Je peux m'asseoir pour boire un café, monsieur? Non? Je dois faire un test antigénique avant? Bon. Écoutez, je reviendrai. Hein. Je vais aller bien vous faire foutre. Voilà le monde dans lequel on voudrait nous faire entrer, sans remettre en cause, en fait, le fait que c'est complètement débile, insupportable, invivable. C'est pas normal, en fait. On ne devrait pas en être là. Donc voilà. Oui, on aimerait voir des parodies. Le problème, c'est qu'il y a très peu de parodies. On est très mal. Donc voilà, on est simplement... on doit supporter ça. C'est triste. Oui, alors il y avait le meeting de Jean-Luc Mélenchon, ça fait pas la une hein, des médias de milliardaires, évidemment. Ils en parlent un peu, en disant que c'était quand même une belle réussite, ils sont obligés de le dire. Il y avait du monde, ce meeting immersif, et puis voilà, c'était mon édito de ce matin sur RT. Mélenchon le dit clairement, lui il en a rien à foutre de la primaire populaire qui est en fait une primaire entre le parti radical de gauche et le parti socialiste, et lui se pose en tortue sagace qui va épuiser les lièvres de la social-démocratie, donc je sais pas comment ça va aller. Et puis bien sûr, jusqu'où peut aller ce pass? Alors il y a la question des élections qui arrivent au mois d'avril. Je pense honnêtement que la stratégie macroniste, elle est beaucoup plus simple que d'empêcher de voter ou quoi. C'est simplement de se faire passer pour le champion, le vainqueur du Covid. Dire, Brigitte, ça y est, il n'y a plus le Covid, c'est grâce à moi. Non, connard, c'est grâce à Omicron. Hein. C'est la nature qui a fait tout seul ce que t'as fait chier mais c'est pas grave. Si ça te fait plaisir, dis que c'est toi. Et on verra. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à partager le lien de cette revue de presse. On commence tout de suite, bien sûr. Comme d'habitude, c'est devenu une petite routine avec le Canard à Nanar, bien sûr, le Parisien. Aujourd'hui en France, du groupe Les Échos, propriétaire de Bernard Arnault. Le groupe d'ailleurs est à l'équilibre, nous dit Monsieur Louette, à la tête du groupe dans une interview au Figaro. Et là, en une, ça y est, enfin un médicament contre le Covid-19. Mais il serait temps.
Alors il y en avait, mais non, ça marche pas, la chloroquine, non, l'azithromycine, non plus, non, non plus, y a rien, non, ça marche pas, non. Mais là, c'est génial, vous allez voir, c'est donc ce médicament, donc c'est un médicament Pfizer, c'est le Paxlovid. Et donc, qu'est-ce que c'est que le Paxlovid? Alors, c'est une petite gélule qu'on prend chez soi, 2 gélules par jour, enfin deux petits cachets par jour pendant 5 jours pour éviter d'aller à l'hôpital. Et les tests ont été tellement probants qu'ils ne sont pas allés au bout des tests. En fait, le degré de sérieux du test de Pfizer pour son nouveau truc magique, c'est on avait fait un groupe test de 600 personnes, 300 ont pris un placebo, 300 ont pris le Paxlovid, il y a eu 7 morts dans le groupe placebo, les autres ça s'est bien passé. Donc comme ça marche super, on y va. Alors il y a quelques trucs étonnants, donc notamment, il y a quoi dedans? Tu te dis, bah attendez, s'ils ont repris la chloroquine pour en faire... Non, c'est plus compliqué, c'est Pfizer quand même, c'est de la haute technologie. Donc le Paxlovid est composé de 2 molécules. La première, PF0732132, est l'agent actif qui empêche la protéine du virus de se répliquer. Et la deuxième, c'est le ritonavir. Qu'est-ce que c'est? C'est un inhibiteur de protéase. Et alors, d'habitude, ce ritonavir, figurez-vous qu'il est utilisé pour le traitement des infections par le VIH. Oh, je vous vois venir. Ah nanana, je vous vois venir avec la vidéo de Montagnier qui disait « Oui, il y a du VIH dedans, ça a été fait bizarrement, votre truc. » Oui, bah oui, c'est un coronavirus. Et là, alors, mais comment ça se fait qu'on utilise du ritonavir, on le recycle dans une... Pourquoi? Pourquoi? Ah ben parce qu'en fait, le VIH n'est pas apparenté au coronavirus et la réplication de son matériel génétique se fait par un mécanisme différent. Mais il produit, lui aussi, une polyprotéine qui doit être coupée 9 fois par une protéase pour former les nouvelles particules virales. Voilà, ça c'est dans Science, c'était paru en 2020. Alors donc, une protéase, c'est une enzyme spécifique d'un virus qui agit sur les protéines virales afin de favoriser la réplication du virus. Et donc, pour stopper la réplication du virus, il faut réduire ou empêcher la protéase d'agir. C'est quand même assez facile globalement, hein. Plutôt que de faire un vaccin ARN où il faut 4 doses et un pass vaccinal pour le choper, bon, éventuellement, tu te dis, avec quelques... Voilà, on aurait pu peut-être y réfléchir avant. Mais c'était sans compter sur le talent, en fait, d'Albert Bourla, qui est quand même l'entrepreneur de l'année, hein, depuis 2020-2021. Il a reçu sa boule à neige, hein, qui était remise par von der Leyen à Washington. Donc le mec est pas con, il va pas non plus ne pas écouler tous ses stocks de vaccins avant de sortir sa petite pilule miracle. Il est très doué. Et d'avoir tué toute la concurrence. Vous allez voir, l'interview est formidable, l'interview d'Albert Bourla. Yes, it's a great new opportunity for Pfizer to have this new jab injection. That is good. Revenons à ça. Les coronavirus possèdent 2 protéases, dont une appelée SARS-CoV-2 3CL, et c'est sur cette protéase que le traitement agit. Alors, quels sont les effets secondaires? Ah, je vous vois venir. Non, mais attendez, parce que la chloroquine, ça pouvait tuer. Non, déjà, ça soignait pas, mais en plus, ça pouvait tuer. Bon, là, visiblement, ça soigne et ça tue pas. Mais... Bon, tu peux avoir des nausées, des vomissements, une irritation de la gorge ou une toux, des maux de tête et des vertiges, quelques éruptions cutanées et une perturbation du métabolisme des sucres et des graisses avec une redistribution anormale des graisses observée après plusieurs mois de traitement. Alors déjà, tu ne prends pas plusieurs mois de Paxlovid, hein, généralement c'est 5 jours, et ça s'appelle donc la lipodystrophie. Ok. Et puis une toxicité pour le foie, évidemment, et le pancréas avec l'augmentation des transaminases. Et le prix... le prix, vous allez me dire, c'est comme tout. Pour Albert, il regarde en fonction du revenu des pays. Donc, pays riche, tu payes plus. Pays pauvre, tu payes un peu moins. C'est beau, c'est beau. Il était sur BFM ce matin, Albert Bourla, pour dire qu'il était génial, que c'était un sauveur du monde. Et pour expliquer que son Paxlovid allait tous nous sauver. Le Covid a été un accélérateur en fait de tout ce qui était médecine ARN aussi, de la médecine data, de la modélisation 3D, etc. C'est ce qui fait que c'est allé si vite. Et donc ce Paxlovid arrive en février, alors fin février je crois en France, pour sauver des vies, hein, sachant que Omicron de toute façon sauve déjà pas mal de vies, vu que tu vas pas vraiment à l'hosto avec Omicron apparemment, hein, quand même. Là, ça y est, les courbes sont de nouveau en train de baisser.
C'est ultra rassurant et on n'a pas du Omicron sur du Delta. Les gens, bon, ont la grippe. Moi, voilà, c'est comme ça. Donc, tu fais, c'est super. Mais que on ait recyclé quand même un médicament utilisé dans le traitement des infections liées au VIH pour traiter le Covid devrait quand même, globalement, hein, quand tu réfléchis, te dire mais c'est étonnant, puisqu'on se rappelait des propos qui avaient été, à l'époque, bien entendu, hein, montrés comme complotistes, hein, de dire qu'il manquait des cases dans ce virus et que c'était très bizarre la façon dont il n'était pas vraiment naturel, quoi, et qu'on retrouvait effectivement des propriétés de ça. Donc, c'est juste une question. Aujourd'hui, on n'a toujours pas la réponse, hein, de l'origine de ce virus, si ce n'est que on commence sérieusement à avoir de moins en moins de doutes sur le fait que le labo P4 financé par la France et le régime chinois aurait été quand même à l'origine de la couille. Hein, voilà. Donc, mais ça, on le saura jamais, parce que les Chinois sont très doués. Hein. Ils ont fait non, c'est pas nous. C'est vous, de toute façon, qui avez financé. Et avec le docteur Fauci, d'ailleurs, si vous avez suivi la semaine dernière, les révélations, Fauci a aussi, qui est le responsable vaccin Covid aux États-Unis, a été à l'origine aussi des recherches sur les augmentations de virus pour les recherches sur les coronavirus via le P4, via EcoHealth Alliance, qui est une ONG qui lutte contre les pandémies. C'est vachement bien foutu. Les mecs sont doués quand même. Ils ont le problème et la solution. Et hop. Et après, quand tu dis quand même, c'est incroyable ton truc. Après, le mec qui s'y connaît le plus en virus, bah évidemment, c'est Bill Gates, hein, avec Microsoft. Il avait quand même de l'avance sur tout le monde. Et il cramblote tout le temps. Donc là, le mec, il revient tous les 3 mois pour dire « Oui, je pense que ça va mieux. Néanmoins, attention à la prochaine vague. Ou attention à la prochaine grosse épidémie. Il faudra la prendre au sérieux. » Donc il est déjà sur l'épidémie d'après. Il est déjà sur le coup d'après, Bill. C'est un truc de dingue. Comment tu veux après pas être... Enfin, tu te dis, non mais je veux bien faire un effort de raison, etc. Mais les gars, faites aussi un effort de votre côté. Enfin, le Paxlovid, là, déjà, c'est quand même... c'est beau, mais on aurait peut-être pu sortir ça bien avant. Hein. Parce que si c'est juste du ritonavir, on pouvait le filer, on l'avait. Hein. Il n'y a pas besoin non plus de... A priori, hein, on aurait pu essayer des trucs dès 2019. Mais non, il fallait absolument produire du vaccin. Je suis con, pardon, excusez-moi. Oui. Non, puis l'ARN, c'est prometteur quand même. Donc c'est super. Donc on peut vraiment se réjouir. On peut vraiment être super content. Attendez, je vérifie avant de passer à Macron si on n'a pas un autre truc sur le... Ah oui, si, il y aura un spray nasal bientôt. Également, pour libérer des anticorps dans le nez efficaces, une fois le pic Omicron dépassé. Donc là, on va vraiment, vous allez voir, ça va vraiment aller de mieux en mieux, a priori. Voilà. Et par contre, le molnupiravir, on oublie. Hein, voilà, ça, c'était prometteur, mais on oublie. Voilà. C'était Merck, hein, qui avait développé ça, mais il n'y a plus que Pfizer maintenant. C'est eux les champions, vraiment. Voilà, il faudra... Bon, les patients prioritaires. La Spike et les hamsters. Plusieurs des vaccins muqueux en cours d'élaboration sont français. L'un d'eux est mis au point depuis mai 2020, hein, donc c'est pas nouveau. Vous voyez, on recherche quand même depuis pas mal. Basé sur la Spike également, en fait, tu te mets un spray nasal qui permet d'éviter que le virus prenne la sphère ORL dès le début. Ça a été testé sur des hamsters et ils ont constaté qu'aucune charge virale n'était détectable dans la trachée, les poumons ou encore le nez chez les animaux immunisés et infectés. Donc voilà, ça peut être vraiment efficace pour l'humain. Reste à passer du hamster à l'humain. Bon, c'est une étape. C'est une étape. Mais voilà. Et donc, mais ça reste à démontrer, bien sûr. Alors que quand même, là, les mecs, ils font 2 ans de recherche. Ça reste à démontrer. Là, tu as Pfizer qui a fait 6 mois avec un groupe test de 600 pour le Paxlovid, qui a dit ça marche tellement bien qu'on n'est pas allé au bout de l'essai, tellement c'était super. Par contre, monsieur l'FDA, est-ce qu'on peut le mettre tout de suite sur le marché ? Et les mecs font oui, ça a l'air bien votre truc. C'est les mêmes qui ont fait le vaccin ? Ah oui, ah ben, il vient, c'est bien. Il est bien. Et voilà, c'est dingue. C'est dingue. Non, mais toi, t'arrives, tu fais ouais, en fait, on n'a pas fini l'étude. Parce que les résultats étaient déjà super concluants, en fait. Bon, c'était une étude qui se basait quand même sur 600 gonzes. Hein. C'est assez énorme, quand même. Donc, bon, la fiabilité, elle est là, quoi. Mais qui peut prendre ça au sérieux, sérieusement ? À part Olivier Véran, je veux dire. Et les députés et les sénateurs. Et les macronistes. Et les membres du Modem. Et... Non, mais voilà. Non, mais... Malheureusement, vous n'avez pas ce genre d'explication dans les médias, quoi.
Les mecs te parlent pas du fait que l'étude sur le Paxlovid a été faite sur 600 gugus. La fatigue. Et voilà, et plus de 142 études sur l'ivermectine, etc. Mais ça, il ne fallait pas en parler. C'est interdit, ça marche pas. Malheureux, surtout, ça coûte rien. C'est gratuit, c'est entré dans le domaine public. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ça sert à rien. Nous, on parle de recherche, on parle de start-up, on fait des trucs. Bon. Et puis, allez, on passe à autre chose. Le virus, ça va, on va parler de Macron. Je sais, c'est vraiment un lundi de chiotte, quoi. Et tu te lèves, tu vas voir la revue de presse, tu dis ça va être une petite bouffée d'oxygène, on va parler et hop, que dalle. Alors c'est entre Macron et ses députés, ça se passe pas super parce que même lui en fait il peut pas les blairer, il veut pas les voir. Non, je pense qu'au fond de lui-même, il doit dire ils sont trop cons, j'ai pas que ça à foutre quand même. Il va pas le dire comme ça, il va dire non, vous savez, moi je laisse toute l'attitude, c'est un management horizontal, je veux voir personne. Et puis vous allez voir en fait, il y a des parlementaires LREM qui se sentent parfois mis à l'écart et loin des prises de décision, et ils dénoncent bien sûr le fonctionnement solitaire du président. Alors le dernier problème, c'était la petite phrase je vais emmerder les non-vaccinés. Il avait prévenu personne, il avait fait sa petite interview aux Parisiens et les députés marcheurs disent putain, il aurait pu nous le dire quand même. Qu'est-ce qu'on va dire? Et tu les sentais gênés. Tu sentais qu'il y avait la communication de crise qui allait à plein. Donc Castaner qui a vendu la mèche en disant que c'était un projet de crédit social à la chinoise. Aurore Berger qui racontait n'importe quoi en disant mais c'est normal d'emmerder les gens. Moi je vous emmerde aussi. Et puis quoi encore? Voilà, donc non, gros cafouillage, mais ils s'en foutent parce qu'en fait voilà ce qui se passe. Autant Chirac, toutes les semaines, vous voyez quelques députés autour d'un petit gueuleton. Là, c'est « Moi, je le soutiendrai toujours, car je reste persuadé qu'il est le meilleur pour diriger le pays. Mais c'est vrai que parfois, on a eu le sentiment d'être mis à l'écart. Une petite rencontre trimestrielle avec les parlementaires, ça aurait été plus homogénéisant. » C'est Pascale Fontenelle, une députée de la Sarthe, qui pleure, qui aurait aimé voir plus le président. Bah oui. Mais bon, elle le soutiendra toujours. Et puis, il y en a d'autres. Bon, de toute façon, on est entendu. Alors, il y a un fonctionnement solitaire, certes, mais attention, Jean-Baptiste Moreau dit « Faites votre autocritique aux députés de la majorité. Je peux entendre la frustration, mais j'en ai un peu marre de mes collègues qui râlent à tout bout de champ sans se donner les moyens de participer aux décisions. » Ah bah oui. Le président gouverne avec très peu de personnes. Bah oui, tout seul. Un petit conseil de défense, petit pastis, voilà. Non, pas toi, pas le Marseillais, là, l'autre avec sa barbe, là. Dis-lui qu'il s'en aille. On veut plus le voir. Ouais. Voilà, Nice. Voilà, Christian, viens, Christian. Toi, t'aimes bien la moto. Oh, Maggie. Et donc, non, attendez. C'est comment vous vous adaptez? Et non, alors en fait, objectivement, il écoute les parlementaires, Macron. C'est vrai, il est très doué. Il écoute tout le monde. D'ailleurs, il nous écoute super bien. D'ailleurs, c'est son métier, c'est d'écouter. Mais sérieusement. Et donc, attention, ils expliquent que non, c'est une présidence qui est tournée vers les Français et pas sur elle-même. Voilà. Vous connaissez les marcheurs. Quand il y a une bonne nouvelle, on va dans la forêt, on chante Jacques Brel et on fait des feux de joie. Et quand il y a une mauvaise nouvelle, on retourne dans la forêt et tout le monde se suicide. Dans les deux cas, je dis, on se calme. Ça, c'est un conseiller de l'Élysée. C'est dire le degré de confiance qu'il a en ses députés. Alors nous, on n'a pas le droit de dire que c'est des Playmobil. Eux, quand même, ils les traitent d'abrutis globalement. C'est propre. Je trouve ça assez propre. Un président, non seulement il nous emmerde, il emmerde sa majorité, il emmerde tout le monde. C'est le mec, tu fais pas mieux. Tu fais pas mieux. Le train de l'hype approche, merci les amis. N'hésitez pas à vous abonner, c'est le moment ou jamais. N'hésitez pas aussi à investir en bourse, bien sûr. L'action Pfizer qui est toujours très haut. Petit conseil crypto. D'ailleurs, Pfizer devrait lancer une crypto, en fait. En fonction du nombre de vaccins que tu as, tu vois, tu pourrais partir déjà avec une base crypto. Et puis, regardez, non, ce n'est pas un gourou, non, ce n'est pas un moine, non, ce n'est pas un professeur d'aïkido. Oui, alors on a plusieurs théories sur le fait pourquoi Maggie en ce moment. Je pense qu'elle en a ras-le-bol que je parle devant un micro pendant des heures. Je vais
dire quelque chose? Oui. Voilà. Bah, elle le fait systématiquement, pas que quand c'est la revue de presse. Donc maintenant, je peux plus faire un live en fait sans avoir ce chat qui me bug. Euh, Et donc, ce monsieur en peignoir, vous allez voir, c'est génial. Non, c'est la France qui va bien. C'est le bonheur des retraités à Dinard. Dans la coquette station balnéaire, des seigneurs s'offrent une thalassothérapie pour soulager leur douleur et prendre du bon temps. Entre deux massages, cette France tranquille et privilégiée se garde bien de se plaindre. Et surtout pas du président Emmanuel Macron. Donc quand même, le Parisien, ils sont allés faire un tour chez les vieux macronistes qui se font des thalassos. Pour qui voteront-ils? Charlotte, 76 ans. Oh, j'ai voté Macron en 2017 et je le referai. J'aime qu'il ait mis fin au vieux parti. Lionel, 65 ans, et Michel, 63 ans. On a voté Macron en 2017 parce qu'on n'avait pas le choix. On aimerait voter à gauche, mais personne ne nous va. Pour la première fois, on ne votera pas. Bah, si vous voulez voter à gauche... Vous pouvez voter Jadot, vous pouvez voter Mélenchon, enfin Jadot c'est écolo, mais enfin, vous pouvez faire plaisir. Oui Maggie, mais c'est pas possible. Et puis Roland, 83 ans. Alors là, je voterai Macron, même s'il est moins à gauche que ce que j'aurais imaginé. Je ne vois pas qui actuellement pourrait faire mieux que lui. C'est vraiment la France des vieux qui nous entraîne dans le mur. Ce mec est là, alors il chie sur les étudiants, là il est en train de rendre les facs payantes. Ils en ont rien à foutre, les boomers. Enfin ceux-là, hein, parce que je sais qu'il y a des boomers que je salue, qui regardent la revue de presse, qui ont toujours été des anards, des gauchistes et des mecs cool. Mais là, on a affaire quand même à des vieux macronistes qui n'en ont rien à foutre des autres. Et il y a un mec qui dit, ça fait tellement longtemps que je suis à la retraite, je compte plus les années. Il est parti à la retraite, il avait 40 ans. C'est le grand-père de 6 petits-enfants se sent privilégié. Dans son ancien presbytère, près de Caen, 5000 mètres carrés de terrain, les confinements, la crise, il ne les a même pas sentis. Son glaucome, une maladie de l'œil, son arthrose, oh, il oublie quand il plonge dans un livre d'histoire ou qu'il révise l'espagnol pour aller voir sa fille en Argentine. La campagne, il la suit d'un œil. Oh, Macron, il en a sorti une bonne la dernière fois sur les antivax. Putain, c'est eux qui nous emmènent au fond du puits, quoi. C'est eux. Ces mecs-là dans la thalasso à plus de 70 ans, quoi. Qu'on n'aura rien à foutre. Alors si, leurs enfants, ils vont leur filer un petit capital, ça se passera bien. Et puis voilà, Emmanuel Macron lui plaît. Elle le trouve jeune et intelligent, même s'il fait des erreurs, mais qui n'en fait pas. Surtout le gouvernement qui n'a rien changé à son quotidien tranquille, avec son mari, dans sa maison payée à Orléans. Elle en oublie même la hausse de la contribution sociale généralisée. Ah oui. Roland non plus. Bah... Oui, franchement, je vois pas qui pourrait faire mieux que Macron. Il prend la place de Charlotte dans la piscine. Il essaye de rester en forme. J'ai du mal à imaginer l'âge que j'ai, confie l'octogénaire Longéline. Dans la tête, j'en ai 38. D'accord. D'accord. Eh ben voilà, c'est génial. Hein. Il y en a un qui aimerait bien une dernière histoire d'amour avant de crever. Nous, de toute façon, retraités, on est des privilégiés. On a notre retraite qui tombe tous les mois, peu importe qui passera à l'élection. Alors là, on a affaire à des retraités privilégiés, hein, c'est pas n'importe qui. Donc c'est vraiment, c'est la base en fait. C'est ça quand on parle du socle macroniste, c'est ça. C'est ce mec, vous penserez à ces mecs en thalasso qui disaient « Ah oui, il est génial, oui. Qu'est-ce que je peux faire pour toi là ?» Non, franchement, c'est plus possible. Bon, voilà. Voilà, allez, assume. Dis ce que t'as à dire. Je ne sais pas quoi faire d'elle. Ah non, mais là, en ce moment, c'est un truc de dingue. Mais je pense c'est possible parce que moi, je l'ai apparemment. J'ai fait un test positif ce matin, donc je ne pourrais pas être à l'émission populaire de ce soir. Il faut que je fasse un PCR tout à l'heure. D'ailleurs, je suis en train de perdre ma voix. Vous entendez peut-être. Hein. C'est pas parce que je fais Patrick Bruel. J'ai vraiment cassé la voix. Et donc, peut-être qu'elle a aussi le Covid et qu'elle a perdu l'odorat. Et qu'elle ne sait pas ce qui va se passer. Oh. Non, un PCR classique. Pourquoi s'emmerder Elle réclame une NFT à son... Peut-être. Je vais faire une NFT à l'effigie du mec en peignoir, là, quand même. Une photo de Véran. Ah non, quand même.
Après, c'est le charme de cette revue de presse, hein, vous le savez. Voilà. Allez, on passe à autre chose. Ah oui, alors il y avait la marche des fiertés. Alors c'était pas LGBT, c'était l'envers, c'était l'autre, c'était la marche en fait des mecs de Sainte-Geneviève. Alors je sais plus ce qu'elle a fait Sainte-Geneviève, mais en gros, ils ont défilé en faisant. Alors c'est pas un salut nazi, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Hein. Ils tendaient le bras comme ça, mais c'est quand même. Ils ont voulu tabasser des mecs de l'AFP également lors de la manif anti-pass. Et donc Gérald Darmanin a dit ouloulouloulou, on a retrouvé des zouaves, on a retrouvé des groupes dissous d'extrême droite. Et les mecs se sont baladés comme ça dans Paris, le bras tendu, en criant Sainte-Geneviève, Sainte-Geneviève, si on te prend. Et donc ça la fout un peu mal. Et GG a dit pas de souci, la préfecture de police a effectué un signalement à la justice pour que toutes les suites nécessaires soient apportées. L'AFP va porter plainte, bien entendu. Et ces militants dits néo-nazis ont rallié en début de soirée le 5e arrondissement. Voilà, c'est la marche de la fierté. Et les slogans, eh bien, c'était « On est chez nous, Paris populaire, Paris identitaire. Nous sommes en 2022, vous ne rêvez pas. Il y a le pass vaccinal qui vient d'être voté par une assemblée en dessous de tout. Et puis, on a un président qui est quand même le meilleur président pour tous les boomers de droite. Hein, voilà. Mais qui aime bien voter à gauche de droite. C'est quand même super bien foutu. Non, c'est vraiment bien foutu. Il n'y a pas à chier. On est vraiment bien, on est vraiment mal barré. C'est d'ailleurs la joie de cette revue de presse, hein, chaque matin, de pouvoir voir à quel degré de mal barré on est, quoi, jusqu'où irons-nous. Libération qui fait sa une sur Djokovic, hein, alors, qui a perdu en 3-7 face à l'État australien. D'abord, il arrive, ensuite ils veulent le virer, ensuite il peut rester, et puis paf, ils l'ont quand même viré. Alors il faut savoir qu'un des mecs quand même qui bosse à l'exécutif australien a été un ancien conseiller de Rio Tinto, qui est une entreprise minière qui a fait bien du mal en Serbie, et Novak Djokovic avait critiqué cette entreprise minière pendant longtemps. Donc il n'y a pas que du Covid là-dedans, il y a aussi un bras de fer avec les lobbies d'argent comme d'habitude, sachant que Djokovic évidemment fait du tennis spectacle, c'est une star internationale, évidemment qu'il est devenu la star des anti-vax avec ça. Ça met sa carrière quand même en danger, puisque c'est 3 ans sans pouvoir retourner en Australie, donc il ne jouera plus jamais l'Open d'Australie. Il n'est quand même pas en début de carrière, donc ça va changer complètement le classement mondial. C'est du tennis, on s'en fout, vous allez me dire, mais ça dépend. Il y a des gens qui prennent ça très au sérieux, le tennis, hein. Des gens comme Pierre Barthès par exemple, ou des gens comme Henri Lecomte, des gens comme Yannick Noah aussi, voilà, des gens qui prennent le tennis au sérieux, monsieur. Et donc, bon, bah voilà, les sponsors, je sais pas ce qui va se passer, parce qu'en plus, il s'est avéré qu'il avait menti sur son test positif, enfin bref, c'était quand même assez compliqué. Après, il y a des questions, est-ce qu'il s'est pas vacciné parce que c'était pas compatible avec... Oui. Qu'est-ce que je peux faire si vous avez des psychologues comportementaux du chat, parce que elle a jamais été aussi bavarde, hein, mais là en ce moment c'est un truc de dingue. Donc je pense qu'elle a perdu l'odorat. J'aimerais tellement que mon chat soit bavard comme ça. Non, je peux te dire que non, au bout de 24 heures, tu te dis non, quand même, c'est mignon, mais c'est parce que en plus, tu vois, c'est un débat qui n'en finit pas, mais voilà, oui. Là, ça va. Oui. Non, elle est pas en chaleur. Non, quand elle est en chaleur, elle se roule par terre. Et là, elle a vraiment un truc à dire. Je sais pas. Donc, il va falloir que peut-être j'emmène au veto, je sais pas. Mon Dieu. Alors, vous êtes grave là dans le chat. Arrêtez avec ça. Et puis, dossier dans l'IB sur l'héritage. Alors, je vous invite à lire, d'ailleurs, on avait fait un article sur Le Monde Moderne sur pourquoi il faut taxer l'héritage, parce qu'en fait, c'est une société de la rente, hein, qui se met en place. Bizarrement, les Français sont contre la taxation de l'héritage, parce qu'ils ne voient pas, en fait, qu'il y a une captation de la richesse par les rentiers. Ils voient surtout la sueur qu'ils ont mis dans cet argent qu'ils vont pouvoir transmettre à leurs enfants. Ils ne voient pas, en fait, ce que montre ce graphique, c'est-à-dire que vous avez moins de 0,1% d'héritiers qui captent la majorité de la fortune, en réalité.
Alors que la plupart des Français, enfin, quand vous avez de l'héritage, c'est moins de 70 000 euros pour ceux qui ont parfois un héritage. Donc, si vous ne taxez pas l'héritage, évidemment, ça va ne faire qu'accroître les inégalités parce qu'on ne parle pas justement des 70 000 euros que les Français remettent comme ça après des années, une vie de labeur, quand c'est pas pompé par les EHPAD et le groupe Corian. Non, là, on parle de gens qui ont déjà une fortune et qui la refilent tranquille. Alors, tous les candidats ont en ce moment planché sur l'héritage parce que c'est devenu un sujet. Alors on ne sait pas pourquoi ni comment. C'est arrivé dans la bataille en disant voilà, il va falloir parler héritage. Mais donc, en réalité, 180 fois l'héritage médian. Donc vous avez 0,1% de la population qui palpe plus de 13 millions en héritage, 1% qui palpe plus de 4 200 000, 10% plus de 500 000. Donc vous voyez, c'est vraiment rien du tout. Et on voit bien qu'il y a une captation des richesses, du profit vers bien une part minime de la population. Alors, on peut appeler l'oligarchie, ce qu'on veut, mais c'est une réalité. Et les Français, bien sûr, eux, voient leur héritage, donc ils ne veulent surtout pas taxer. C'est pour ça que Mélenchon lui propose de taxer à partir de 12 millions. Il dit, à 12 millions, on va priver personne, on va mettre personne dans la pauvreté. Je crois que c'est bon, 12 millions, c'est propre. Hein. Bon, alors déjà, certains disent, oui, c'est bourgeoisé, on aurait pu commencer à 6 millions, et puis pourquoi 12 bref. Débat sans fin. Après, vous avez, alors en fonction des candidats, donc Mélenchon taxé au-delà de 12 millions d'euros, ça concerne 0,01% des gens, donc c'est le retour de l'ISF en gros, via l'héritage. Chez Jadot, c'est rendre la fiscalité plus juste, limiter à 100 000 euros, défiscaliser les donations et héritages tout au long de la vie, quel que soit le lien familial. Hidalgo, nous facilitons la transmission en abaissant la fiscalité des successions pour 95% des Français. Nous augmenterons les impôts des successions pour les très hauts patrimoines supérieurs à 2 millions d'euros pour Anne Hidalgo. Voilà, 8 milliards de ressources par an, c'est dans son programme. Pour Marine Le Pen, je souhaite qu'on puisse mettre en place des droits de donation exonérés d'impôts qui soient égaux entre les grands-parents, les petits-enfants et les parents. Voilà, à hauteur de 100 000 euros tous les 10 ans. C'est cadeau. Pour Valérie Pécresse, c'est la transmission du patrimoine facilité vers les jeunes pour financer les études ou les projets de vie avec un don défiscalisé tous les 6 ans. Alors, tous les 6 ans, hein, pour 100 000 balles pour les parents et les grands-parents et 50 000 euros pour les oncles, les tantes, les fratries. Alors elle, c'est vraiment, tu te gaves. Hein. C'est, en gros, c'est chèque cadeau. Donc l'héritage, vrai sujet, mais parfois mal compris. Parce que c'est très viscéral en réalité. Tu sais très bien que tu te dis non mais oui c'est vrai, c'est ma vie, c'est mon héritage, c'est la chanson de Biolay. Qu'est-ce que c'est que tu le veuilles ou non, c'est ton vie, Tana, c'est ton héritage. Et donc voilà. Donc vraie question, mais attention, c'est vrai que si on taxe 0,1% de la population qui s'en fout plein les fouilles, je pense que ça va pas non plus les appauvrir, pas plus que ça. En revanche, ça pourra peut-être dégager des revenus pour l'hôpital public, pour l'éducation, éviter que les facs deviennent payantes pour tout le monde, enfin faire une société de la solidarité. Alors visiblement, on est passé à autre chose. Hein. Passe vaccinal, concurrence de tous contre tous, enfin bon, mais bon, on peut sauver des miettes peut-être, je sais pas. Je suis rêveur. C'est ridicule, oui, vous avez raison. Et puis à gauche, un week-end de grosse éclate. C'est titre de Libé, ça. Parce que, comment elle s'appelle, Christiane Taubira, elle a dit, ça y est, je suis candidate. Je ne veux pas d'un régime présidentiel, mais suivez-moi quand même. Alors, il y a une vidéo qui est sortie du mec qui gère la primaire de Populaire, là. Grazibowski, ou je ne sais plus comment il s'appelle, où ouvertement, il t'explique qu'il veut empêcher les candidats, Jadot, Mélenchon, Hidalgo, d'avoir les 500 signatures. Et les empêcher de faire campagne pour avoir une union de gauche. Voilà. Et donc, Maggie, tu as peut-être un programme par rapport à l'union de la gauche, je veux dire. Bon, on va faire comme si elle n'était pas là. Et donc, c'est quand même étonnant, cette primaire populaire. Alors, il se gausse d'avoir 250 000 maintenant inscrits pour voter. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 23 janvier pour voter pour 8 candidats maintenant qui sont présélectionnés. Alors, vous avez Jadot dedans, vous avez Mélenchon qui ne veulent pas faire la primaire, mais vous pouvez quand même voter pour eux. Et puis, vous avez Taubira, puisque ce truc est fait pour elle depuis le début. Vous avez Charlotte Marchandise, vous avez des petits candidats, quand même, 2 petits candidats. Et sinon, globalement, c'est un truc pour débrancher Anne Hidalgo.
Et elle veut pas qu'on la débranche. Elle dit non, mais mon petit Samuel, qu'est-ce ton truc là? Qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai un grand parti derrière moi. J'ai le Parti socialiste. Enfin, c'était un grand... Mais quand même, enfin, je veux dire, personne ne veut se débrancher. Ça va être un fiasco. Là, je pense que Taubira, elle va faire des sondages merveilleux pendant une semaine, hein, à 7% peut-être. Et puis après, tu dis, mais il y a qui derrière? C'est dans 80 jours l'élection. Christiane, c'est dans 80 jours. Comment on va faire? Ah, on va s'arranger. Vous allez voir, on va s'arranger. C'est pas grave. On va faire des grands meetings, des trucs. Bon, bref, tout ça n'est pas très sérieux. Ça fait pas très sérieux. Ça donne pas envie. Les électeurs de gauche ne savent plus quoi faire. Alors, il y a un très bel article dans le Figaro d'un chercheur en politique qui explique pourquoi la gauche en est arrivée là. Et c'est beaucoup par idéologie, en fait. Comprenant que la gauche s'est coupée d'une partie d'électorat populaire, volontairement par idéologie, ce qui fait que entre les électeurs de gauche et ceux qui gèrent les partis, c'est plus du tout les mêmes mondes, en fait. C'est des gens qui se connaissent plus, qui se parlent plus. Enfin, c'est voilà. Alors, c'est pas dépassé le clivage droite-gauche. Je pense que c'est dépassé en partie, puisque là, notamment avec la lutte sur le pass vaccinal, vous aviez les insoumis qui se retrouvaient avec des gens comme Dupont-Aignan, comme Marine Le Pen, comme voilà, qui défendaient les libertés, bizarrement, alors que le PS... Ouais, t'es mitigé, mais disait, oh oui, quand même, pourquoi pas. Bon, après, le centre est devenu un truc d'extrême centre, ultra radical, avec un président qui choisit la politique du bouc émissaire. Enfin, on a affaire à un pouvoir fascistoïde, hein, avec des espèces de milices politiques là, que t'envoies comme ça pour mordre les mollets et dire non mais quand même, sabrer le champagne parce qu'ils passent le pass vaccinal, bordel. C'est-à-dire qu'ils enterrent la République et les mecs, hop, ils ouvrent une bouteille de champagne. Mais si ça, c'est pas de la débilité, de la malfaisance, enfin je sais pas comment appeler ça, mais ça me révolte, Et dire qu'ils sont censés être les représentants de la nation, mais putain... Alors si, ils sont peut-être les représentants de Jean-Michel Antalasso, là. Mais bordel, c'est pas ça, la nation. Tous ceux qui galèrent, là, les étudiants, les jeunes, mais rien à branler, quoi. C'est dingue. Et oui, les mots sont lâchés, bien sûr, il faut appeler un chat. Quand on fait la politique du bouc émissaire, quand on dit que c'est la faute des non-vaccinés, alors que c'est avéré par l'OMS, par tout le monde, que non, ce n'est pas une épidémie de non-vaccinés, oui, c'est une politique fasciste du bouc émissaire. Et oui, il faut lire Pasolini pour comprendre que le fascisme, c'est pas des gens en chemise noire avec des bottes, mais que c'est aussi la télé, les médias de masse, c'est aussi le conformisme. Voilà, c'est le post-fascisme, appelez ça comme vous voulez, mais en réalité, nous vivons un moment absolument fasciste. Et les fascistes ne sont pas ceux qu'on croit. Oui, d'ailleurs Ruffin avait dit mais je ne sais pas où sont vos âmes, vraiment, parce que vous avez tellement menti. Mais putain, mais Véran, comment il peut se regarder dans une glace, quoi. Ah, peut-être qu'il met un masque à chaque fois, quoi. Le mec sort de sa réserve pour dire ouais, on a un nouvel outil, c'est le pass vaccinal. Ça sert à rien, débilos. Bien sûr, non mais c'est tellement facile de choisir, tu vois, une minorité, parce que c'est une minorité. Alors, peut-être pas, parce que 3e dose, 4e dose, il y aura de plus en plus de désactivés du pass. Coucou les désactivés du pass. Donc vous savez que vous allez vous... Voilà, ah, je suis désactivé, moi je t'emmerde. Voilà, moi je suis désactivé. Et alors? Je le vis très bien. Voilà. Depuis que je suis désactivé, j'ai retrouvé l'odorat. Oui. Ah, je ne travaille plus, non, bien sûr. Ah non, je n'ai pas de droits d'aide sociale, non. Ah ben je mange des cailloux, mais ça se passe bien, c'est une belle vie. Non mais c'est dingue. Et puis nous faire croire que c'est un choix, parler des primo-vaccinations, Castaner qui mentait encore en disant qu'il y avait eu 85 000 primo-vaccinations, c'est faux, il y en a eu moins de 30 000. Et encore, on ne sait pas comment c'est calculé. Donc en réalité, les chiffres sont totalement bidons. Depuis le début, c'est que de la guerre d'infos. Avec les fact-checkers d'un côté qui sont là pour t'expliquer que ah oui, mais non, parce que moi je suis allé chercher des chiffres qui n'allaient pas dans le narratif officiel. Alors là, ils te disent, oh là là, Poulain allait chercher des chiffres, fallait pas. Non, c'est, oui, les chiffres sont exacts, mais c'est pas comme ça qu'il faut les lire. Ah quand même, il y a plus de vaccinés qui... Ah non, ah bah parce que oui, mais il faut pondérer avec la médiane de pi, et bien sûr, mais j'avais oublié de calculer, bien sûr, le théorème de Pythagore. Oui, bah donc évidemment, 80% de non-vaccinés en réa, bah évidemment, mais qu'est-ce que je suis con, j'avais complètement oublié, bah oui, de faire la médiane, ah, excusez-moi.
Donc voilà, tu peux vraiment faire dire ce que tu veux aux chiffres. C'est d'ailleurs ce que disait Alain Hooper, qui est un des rares sénateurs qui a lutté contre ce pass vaccinal. Il dit les chiffres, c'est un peu comme le lampadaire pour l'ivrogne, hein. Rarement ça éclaire, par contre ça permet de se tenir debout, enfin, de faire tenir un truc. Donc je trouve ça assez bien. Ouais, 80% de 7 lits, ouais, c'est ça, ils sont 5. Non mais putain, sérieusement quoi. Tiens, on n'entend plus, regardez, ce calme, Olympien. On n'entend plus Maggie. Qu'est-ce qui s'est passé? Zemmour ne connaît pas Pythagore. Zemmour qui va avoir des petits ennuis judiciaires qui arrivent. Ah oui, c'est la campagne. Donc par rapport à sa déclaration sur Pétain qui a sauvé des juifs, il y a une petit procès qui arrive. Et puis, procès pour les droits avec EuropaCorp, Besson et d'autres qui attaquent Zemmour pour son clip de lancement de campagne où il n'avait pas les droits des images en fait. Donc voilà, deux petites affaires qui arrivent. Bah, j'espère que ça fait du bien. Ça fait du bien chaque matin la revue de presse normalement. Même si on se dit quand même, c'est de pire en pire, parce que j'ai de plus en plus de mal à en rire, même si je perds ma voix, que je suis testé positif ce matin, on y va, on le fait quand même, c'est formidable. Quel est le point commun entre moi et Olivier Véran? J'ai été testé positif au Covid. Voilà, c'est tout. Je me mets donc en isolement et continue de travailler à distance. Quels épisodes? Vous me parlez de quoi? Ah, Doc Toton, ouais, c'est un truc de fou. Bah là déjà, si vous pouvez regarder sur les différentes plateformes, mais ce que je dis sur le Paxlovid, c'est quand même impressionnant. Personne ne pose de questions sur le fait qu'en fait, les mecs ont repackagé un médicament VIH, quoi. Le ritonavir. Enfin, c'est étonnant quand même. À un moment, bah... Et non, t'avais Bourla qui était en interview sur BFM ce matin. Et là, ne quittez pas. Ne quittez pas cette revue de presse parce qu'on a le grand interview de Bourla qui arrive bientôt. C'est une longue revue de presse, excusez-moi, mais c'était un week-end chargé. Et puis on est passé maintenant dans un nouveau monde, celui du crédit social. Donc j'espère que vous êtes à jour pour pouvoir regarder cette revue de presse, pour pouvoir vous abonner avec Prime, pour pouvoir partager bien sûr le lien de cette revue de presse. On est 7777 followers. C'est un chiffre... ô combien symbolique. Vous êtes 1200, plus de 1200 ce matin, c'est du jamais vu. Le nom, j'avais fait le sketch de Jean-Michel le chaman qui trouvait les noms en fait. Parce que entre le Bamlivimab, le Monolpuravir, le Paxlovid, enfin tous les noms de médocs, tu dis les mecs, c'est pas normal. Hein. Vous pouvez faire plus simple. Non, parce que plus le nom est compliqué, moins tu peux faire, tu vois, un truc genre le scandale du Mediator. Parce que le Mediator, c'est facile de dire, c'est le scandale du Mediator. Là, tu fais, c'est le scandale du Bamlanivimab. Déjà, t'as pas envie de titrer le scandale du Bamlanivimab. Donc, plus le nom est compliqué, moins tu auras de retombées presse quand il y aura le scandale. Donc, c'est déjà une manière de se protéger avec le service juridique. Est-ce que ce nom, il est imprimable ou pas? Non. Super, on le prend. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est un bon médicament, ça. Donc voilà, c'est impressionnant. Alors, ça va être 500 balles le médoc, ouais, c'est ça, en fonction du niveau de vie de chaque pays, hein, puisque Albert Bourla, il est sympa. Hein, il a dit, le vaccin, il le vendait 23 €, c'est à peu près le prix d'un repas. Hein. Donc on s'est basé là-dessus en fonction du prix d'un repas dans un pays. Donc on a fait le prix comme ça. Alors il a fait ça au téléphone avec Ursula, tranquillou, hein, sans en parler à personne. Et puis après, nous, on a signé des beaux contrats qu'on ne peut pas dénoncer en nous promettant 95% de succès, de machin. Et là, depuis, tu ne peux pas revenir. On est coincé avec son truc. Hein. Et entre-temps, lui, s'est pris des prix de l'entrepreneur de l'année partout. C'est dingue. Et puis le Figaro qui revient aux fondamentaux, qui nous parle en une aujourd'hui avec un grand dossier sur les déserts médicaux. Parce que Macron aura beau jeu de dire qu'il a fait un truc génial avec le Covid. Après 2 années de crise sanitaire, des territoires souffrent de l'absence de médecins et les mesures prises par le gouvernement n'auraient pas le phénomène. Urgences fermées, les urgences pédiatriques parfois fermées pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, cabinets médicaux vides, les déserts médicaux continuent de s'étendre et davantage encore avec la crise sanitaire pour toucher aujourd'hui un tiers des communes françaises. Villes et campagnes. Alors c'est majoritairement les zones rurales qui sont touchées, mais aussi quelques zones de la diagonale du vide, comme on l'appelle. Alors pour lutter contre un déclin qui semble inexorable et attirer les nouveaux praticiens, élus locaux
et de terrain multiplie les initiatives en proposant des meilleurs salaires, des logements de fonction, etc. Macron a fait un cheval de bataille, évidemment, assurant que le sujet était un des problèmes les plus importants aujourd'hui dans notre pays. Ah bon, c'était pas d'avoir 25 licornes, parce que ça c'est fait. Vous allez voir après, cocorico quand même. Macron, il est bon. Vous allez voir, il est bon. Il est super même. D'ailleurs, c'est le meilleur président qu'on ait jamais connu. D'ailleurs, je ne comprends pas qu'on ait une élection présidentielle en avril, c'est ridicule. Enfin, je veux dire, quand on a un président comme Emmanuel Macron, on s'en fout, on ne change pas. On le garde pendant 10 000 ans, si c'est possible. Et voilà, j'espère qu'on pourra transférer son cerveau dans un logiciel qui pourra nous éclairer pendant des années encore. Donc voilà, beaucoup de mesures incitatives, mais ça reste quand même compliqué du côté du Loir-et-Cher. Centre-Val de Loire, la seconde région avec le plus d'habitants vivant en zone tendue, ça s'appelle les zones tendues. Et vous avez autour du Mans également. Donc c'est vraiment le Cher, Loir-et-Cher, voilà. Et rien ne va changer, malheureusement, même s'il y a de l'incitation. C'est mieux que la coercition, puisqu'il était question aussi, certains députés voulaient obliger des jeunes médecins à aller s'installer d'abord pour exercer dans des territoires en tension, mais ça fonctionne moyen. Donc ils se sont dit non, vaut mieux leur faire des cadeaux et voir s'ils viennent. Et apparemment, ça marche mieux. Et puis voilà, allez-y, partagez, c'est le moment ou jamais, parce que l'interview d'Albert, elle vaut son pesant de cacahuètes. Voilà. Albert Bourla, Pfizer hérite d'une immense responsabilité. Surtout d'un profit marginal énorme. Hein. C'est plus qu'une énorme responsabilité. Hein. Alors Albert, c'est quand même le mec, il est vétérinaire à la base de Thessalonique. Il était en charge de la division vétérinaire de Pfizer. Hein. Puis il est monté très vite. Après il est allé à New York et tout. Et bon, le mec, il est vétérinaire. Hein. Mais il est très bon commercial. Et donc du coup, tous les prix qu'il a eu, c'est pas les prix du médecin, c'est pas les prix de la science, non, c'est les prix du manager de l'année. Le mec a fait un succès avec Pfizer. Regardez les chiffres, hein. Paf, je vous les montre. 308 milliards de dollars de capitalisation boursière, c'est du jamais vu. 81 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2021 contre 42 milliards en 2020. Le mec a doublé son chiffre d'affaires, je veux dire, c'est du jamais vu. C'est le champion de Wall Street. Le titre Pfizer, le cours de l'action dollar, regardez, c'est comme la courbe Omicron. Pareil, à peu près pareil, ça mappe la courbe Omicron. C'est du délire. Ça, c'est le succès Bourla. C'est quoi le succès Bourla ? C'est du lobbying intensif, c'est le nez creux, c'est-à-dire faut aller vite et on va sortir des trucs. C'est le recyclage de médicaments qui existent dans des trucs. Et c'est surtout... c'est cette petite façon de se faire ami avec tout le gros tas et de bien se démerder. Alors, je vous lis l'interview quand même. N'hésitez pas à partager cette revue de presse pour ceux qui voudraient ne pas avoir à lire Le Figaro et l'interview d'Albert Bourla. C'est quand même un truc assez dingue. Allez, c'est parti. Donc là, il est très fier puisque il a annoncé investir 520 millions d'euros sur 5 ans pour produire le Paxlovid en France. C'est pas de la recherche, c'est vraiment c'est pour faire un petit cadeau, un petit coucou à Macron en disant on sera là pour ta campagne, ne t'inquiète pas. Pourquoi avoir choisi la France pour investir ? C'est une nouvelle France qui nous a ouvert les portes, accueillante envers les investissements étrangers, notamment industriels. Je fais un peu cloche-choix parce que en fait Bourla, il a un accent, c'est I'm very happy to be here tonight to receive the prize of the best entrepreneur of the year. We at Pfizer are very key to making life better to all people in the world, and especially given the COVID crisis. Voilà, il parle plus comme ça, donc je ne peux pas vraiment vous le faire parce que je ne connais pas son accent quand il parle français. Donc là, nouvelle France qui ouvre notamment industrielle. Les réformes menées ont rendu le pays très compétitif. Alors les macronistes à 200 000%. Hein, étonnant. Mais le pass vaccinal, ce serait pas parce que... la tête, toutes les étoiles qui s'allument. Les étoiles européennes, hein, du drapeau. Celle d'Ursula qui a commandé plein de doses. À l'époque, on ne savait même pas si ça marchait. Mais c'est pas grave. Ça marche. La preuve, regarde. Enfin, en termes d'action, ça marche. Hein. Doubler le chiffre d'affaires quand même. En termes de tapis matelassé, ça marche. Hein. Là, on est bien. Alors après, de plus, le savoir-faire dans les technologies de santé y est parmi les meilleurs en Europe, avec des scientifiques de grande qualité et des travailleurs hautement qualifiés. L'implication du président Macron
a fait la différence. Depuis 2 ans, il a rencontré à plusieurs reprises les dirigeants de l'industrie pharmaceutique, nous répétant qu'il voulait positionner la France comme un champion de la santé. Non, le mec a vendu le pays, en fait, ça s'appelle être attractif pour les investisseurs. Et donc, en fait, c'est pas parce que Pfizer va faire son médicament chez nous qu'on va être un champion de la santé. Hein. Pas vraiment, en réalité. Voire l'inverse. Omicron, plus contagieux mais moins dangereux. Annonce-t-il la fin de l'épidémie du Covid-19 ? Personne ne peut le savoir. Nous avons eu tant de surprises depuis le début de la pandémie. Je ne veux pas être pessimiste, hein, mais nous devrons sans doute vivre pendant des années avec un virus très difficile à éradiquer. Il s'est diffusé dans le monde entier. Il peut contaminer à plusieurs reprises la même personne. Et apparemment, j'ai eu 3 fois, moi. Voilà, tu te dis 3 fois, c'est pas possible. Il va y avoir des faux positifs dans le lot, monsieur. Je sais pas. Bon, je sais pas. Enfin, toujours est-il, on en est là. Et il peut contaminer à plusieurs... Il a muté au point de nous faire redécouvrir l'alphabet grec. Petite blague. La question n'est pas de savoir si ce virus va disparaître ou non. C'est, allons-nous pouvoir reprendre une vie normale ? Nous sommes bien placés pour y parvenir au printemps. Alors ça, c'est la dernière promesse. Alors rappelez-vous, Bourla, il a fait à peu près cette promesse tous les 6 mois. Alors en septembre, c'est bon. Avec le vaccin, vous verrez, on retrouve la vie d'avant. Généralement, c'est printemps et après l'été, c'est les 2 promesses. Et à chaque fois, patatras, il y a un variant, il y a une connerie, il y a une couille. Ça marche pas. Bon, là, visiblement, ils se sont bien gavés. Il y a des médicaments qui arrivent, ils ont envie de passer à autre chose. Donc je pense que globalement, c'est fini. En mars, c'est fini. Surtout pour les élections, surtout pour Macron. Il faut vraiment le soutenir. C'est quand même le champion, c'est le piou-piou de Klaus Schwab, donc il faut vraiment l'aider. Voilà. Donc là, je pense que c'est vraiment fini jusqu'à la prochaine pour rebooster le cours de... Mais là, pour le moment, je le crois. Voilà. Nous sommes bien placés pour le printemps. Voilà. Grâce à tous les outils à notre disposition, des tests, des vaccins très efficaces, même contre Omicron, hein, qui sert à rien. Enfin, je sais pas, parce que bon... oui, parce qu'il protège des risques d'hospitalisation et de décès. Ah oui. Et les premiers traitements à prendre à la maison. Le Paxlovid arrivera fin janvier dans les pharmacies françaises, à fin janvier plutôt que prévu, donc j'avais dit février tout à l'heure. Prescrit bien sûr aux personnes à risque diagnostiquées positives. Il va changer la donne pour nos services de santé en désengorgeant les hôpitaux. Ah, Saint-Albert Bourla, oh mon Dieu, que ferions-nous sans vous ? Pfizer, 2021, on se rappellera comme le moment où Pfizer a privatisé l'humanité. Tiens, une piqûre tous les 3 mois, sinon t'es plus humain. Mais je suis humain ? Non, non. Il faut être Pfizerisé, sinon tu n'as pas le droit d'exister. Compliqué votre truc, compliqué. Donc, on continue l'interview, vous allez voir, ça vaut son pesant de cacahuètes. Alors, mais si le virus ne disparaît pas, faudra-t-il des rappels très fréquents ? Là, c'est le meilleur moment de l'interview, attendez. Là, préparez-vous à faire un clip. Attention. Donc, on lit l'interview d'Albert Bourla dans le Figaro. Si le virus ne disparaît pas, faudra-t-il des rappels très fréquents ? Jusqu'à Omicron, le schéma de vaccination à 3 doses et un rappel annuel était le bon. Donc, le mec, à la base, il t'a vendu un vaccin avec l'autorisation de mise sur le marché temporaire pour 2 doses. Entre-temps, c'est passé à 2 doses et un rappel. Et là, il t'explique que le schéma de vaccination à 3 doses et un rappel est le bon. Donc là, il t'explique que c'est 4 doses. Donc oui, la 4e dose est en cours. Hein, pour ceux qui en doutent. J'ai ma 3e dose, j'ai mon pass. Écoute, mec, je veux pas te flinguer ta joie, elle va être de courte durée. Je pense qu'il se peut que tu sois désactivé rapidement pour la 4e dose. Hein. Mais bon, ça c'est Albert qui nous dit, hein, c'est le schéma de vaccination à 3 doses et un rappel était le bon. C'est exceptionnel. Donc là, le mec te dit c'est 4 doses. Ah, il a vendu un truc pour 2 doses, efficace à 95%. Là, on en est à, oui, ça protège des formes graves et de l'hospitalisation. Ah, d'accord. Mais ça ne devait pas, la vie d'avant, tout ça. Non, non, il y a eu Omicron, oh là là, il y a eu le Delta, malheureux. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, il est trop tôt. Ce variant a tout remis en question. Il est trop tôt pour savoir s'il faudra des rappels plus fréquents ou un nouveau vaccin adapté à Omicron.
Nous testons plusieurs scénarios, y compris un vaccin ciblant Omicron et d'autres variants. On se dit, tiens, allez, on va rigoler. Alors, quand il dit nous testons les scénarios, c'est-à-dire qu'ils modélisent tout en 3D. C'est la beauté du truc ARN. C'est-à-dire qu'ils inventent des trucs dans les machines avec des datas, et hop, ils te vendent un truc après en disant, ah oui, ça fait des petites thromboses. On l'avait pas modélisé, ça. N'en parlez pas trop. Non, faut pas en parler. Il n'y a pas d'effet secondaire. Taisez-vous. Ah, non, on n'a pas le droit de dire du mal. Ah, d'accord. D'accord. Et alors là, le plus beau, nous prendrons une décision d'ici à mars en fonction de nos études. Donc c'est Pfizer qui décide en fait de la politique de santé mondiale, hein, la politique de vaccination. C'est un truc de dingue. Et là, il t'explique, nous serons capables de lancer immédiatement la production. Je ne crois pas. Écoutez bien, c'est priceless. Là, on a un truc, c'est une perle, ce qu'on appelle une perle. Je ne crois pas que les vaccinations multiples baissent la protection immunitaire. Et alors, c'est pas ce que dit l'OMS. L'OMS vient d'expliquer que des rappels trop souvent, trop proches, pourraient flinguer à long terme l'immunité. Là, on a le patron de Pfizer, dont le but est quand même de vendre des produits, hein, pas forcément... de vendre, hein, son but c'est de faire du chiffre, et là il te dit, je ne crois pas, donc il n'est pas sûr, hein, c'est de la croyance, je ne crois pas que les vaccinations multiples baissent la protection immunitaire. Bon bah écoute Albert, si tu ne crois pas, j'ai envie de te faire confiance, tout comme cette étude sur le Paxlovid, qui n'est pas été aboutie, qui n'est pas allée à la fin avec 600 gonzes, entre le placebo et pas, où c'était tellement un succès que tu as réussi quand même à avoir la FDA. Mais on est où, putain ? Quand toi, t'es là avec ton médicament, qu'il te faut 2 ans d'études, un machin, une peer review et tout, lui, il arrive avec 600 gonzes qui ont testé des dragibus, il dit « Ah, ça marche !» C'est délirant. Notre obligation, c'est d'être prêt avec des vaccins et des traitements. Ah. En perte de vitesse avant la pandémie, Pfizer est en passe de devenir numéro 1 mondial du secteur. En quoi le Covid a-t-il changé le groupe ? Ah bah là, Albert. Ah là, il vit sa meilleure vie. Oui, le Pfizer d'aujourd'hui est le fruit du passé. Nous étions un conglomérat de la santé, nous nous sommes recentrés sur la recherche et l'innovation en cédant notre division santé familiale, nos médicaments génériques et nos produits historiques. J'ai augmenté le budget R&D, passé de 7 à 11 milliards de dollars par an, accru nos investissements dans le numérique. Sans le digital, il aurait été impossible de réaliser des essais cliniques pour notre vaccin si rapidement et de le mettre au point comme le Paxlovid. Nous avons testé 600 molécules grâce au pouvoir de l'informatique et des algorithmes. 600 molécules. Avec le Covid, Pfizer hérite d'une immense responsabilité. Quand vous avez joué un tel rôle dans une épidémie, les gens s'attendent à ce que vous soyez aussi bon pour d'autres maladies. Parce qu'après, ce qu'il a en ligne de mire, c'est l'oncologie, quand même, le traitement des cancers. Vous avez été le seul laboratoire à découvrir si vite un vaccin et un traitement. Qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents ? Mais t'imagines, le truc, c'est du public rédactionnel. Hein. Il était sur BFM, il est dans le Figaro. C'est une campagne de pub pour Pfizer. Hein, t'as le PDG qui est invité. Aucune question qui fâche ne sont posées. Oui, je sais, Maggie. Vous voyez ? Et là, alors, pour mettre au point un traitement de rupture, il faut beaucoup d'argent, des grands chercheurs et des infrastructures de qualité. Tous les big pharma en ont. Ce qui fait la différence, c'est la culture d'entreprise. Ah, la culture d'entreprise. Viens là, tu me saoules. Hop, silence. Alors, la culture d'entreprise chez Pfizer, c'est quoi ? C'est une culture du courage, où nous n'hésitons pas à voir grand. Et nous ne nous cherchons pas d'excuses. Tout au long de la pandémie, nous nous sommes efforcés d'avoir toujours un train d'avance, un train de l'hype. Eh bien là, alors qu'on met 10 ans à concevoir un vaccin, nos chercheurs ont eu 8 mois pour la production. L'objectif n'était pas 300 millions de doses, mais 3 milliards. Lorsque vous demandez l'impossible à vos équipes, elles doivent se dépasser et réfléchir out of the box. Donc voilà, c'est cette méthode Bourla, c'est-à-dire qu'il faut toujours aller plus loin. Faut censurer Maggie. Je ne sais pas s'il faut censurer Maggie, mais c'est quand même un truc de dingue. Alors... Elle s'inquiète pour moi, peut-être. Elle sent le Covid. Elle se dit aïe, 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 aïe.
Oui, c'est BioNTech, bien sûr. Tout ça est en fait tout ce que fait Pfizer, c'est de la finance. Hein. Ils achètent des petites startups de la biotechnologie et c'est ce qu'il appelle de la R&D. Mais Sanofi fait la même chose. Enfin, les grands groupes aujourd'hui font pas de recherche. Ils achètent des petits labos qui font de la recherche. Et puis après, ils aident à commercialiser. Donc voilà, c'est vraiment. Non, mais c'est étonnant parce que enfin. Le mec a fait main basse sur la santé mondiale. Bon, Maggie, est-ce que je peux faire la revue de presse ou pas, là, ce matin? Les anti-vaccins restent virulents, certains dénonçant la puissance des grands laboratoires. Que leur répondez-vous? La majorité des non-vaccinés sont en fait guidés par la peur de l'injection. Vous avez peur de l'injection? Eh oui, ben voilà. Seule une minorité d'ultra-anti-vax diffuse des fake news. Mais quelle fake news, Albert? C'est toi qui nous as vendu un vaccin qui marchait à 95%. Arrête tes conneries. Faudrait pas faire une inversion accusatoire, c'est trop facile. J'aimerais dire à tous les non-vaccinés que le Covid n'est pas seulement un risque pour leur vie, mais aussi pour celle de tous ceux qu'ils aiment. Je leur demande d'y réfléchir. Hein. Même Omicron qui tue pas. Mais on sait jamais. Des fois qu'ils se mettent... Omicron, c'est quand même le truc qui les a un peu... Ah putain, la nature fait un vaccin gratos et plus efficace que le nôtre. Qu'est-ce qu'on fait? On fait rien, ne bouge pas. On a Macron qui va vider les stocks. Parce qu'il faut savoir que les Anglais ne vont pas à la 3e piqûre. Ils font pas la dose de rappel, ça les saoule. Il y a 30% de gens qui, déjà, ils sont pas allés. Et donc, c'est un fiasco total. Nous, on a le pass vaccinal pour pousser les gens à finir les stocks. C'est génial. Et puis, on a Albert qui va sortir de toute façon la nouvelle vaccination Omicron. 3 doses plus une. Ou le prochain variant, parce que voilà, ce serait bête quand même c'est quand même un truc, ce serait bête de se priver d'une manne pareille. Et puis voilà, la pharmacie va connaître un boom tiré par la science et la démographie, augmentation de l'espérance de vie, apparition de nouvelles maladies, nous dit-il. Ok. Alors là, tu as Albert Bourla qui t'explique que oui, avec l'apparition de nouvelles maladies. Bah oui, il y en a tout le temps des nouvelles maladies. En ce moment, il y en a beaucoup quand même des nouvelles maladies. Non ? Notre secteur va vivre une renaissance scientifique grâce à la combinaison des découvertes de la biologie et du pouvoir de la technologie. Le Covid est un catalyseur et un accélérateur de ces transformations. Cette pandémie a aussi montré l'intérêt des collaborations publiques-privées et mis en lumière l'accélération du temps réglementaire. Ah oui, si l'Agence européenne du médicament et la FDA, l'autorité américaine, n'avaient pas été si réactives, nous n'aurions ni traitement ni vaccin. Et cette réactivité doit devenir la règle pour les traitements contre le cancer. Donc là, tu sais que Pfizer a dans sa besace plein de médicaments qui ne sont pas vraiment au point, mais qu'il va falloir les mettre sur le marché pour les essayer. C'est ça l'innovation. Ça, c'est capitaliste. Voilà. Et donc là, on parle de BioNTech en disant les partenariats sont-ils essentiels pour les géants de la pharma? C'est une nécessité absolue. Et oui, de plus en plus complexe et fragmentée, la science n'est plus l'apanage de 10 grandes universités et 10 grands labos pharmaceutiques. Nous avons un écosystème mondial de milliers de biotech. Ah, d'accord. Les États-Unis sont en pointe, la Chine juste derrière, et l'Europe lutte pour se faire une place. C'est pour ça qu'il investit 500 millions de balles pour faire du Paxlovid, pour faire un petit cachet. Donc voilà, c'est formidable. Entrepreneur de l'année, bien sûr. Et puis ensuite, il y a un portrait de ce grec attaché à Thessalonique et à la Grèce qui aura vraiment fait de Pfizer un des grands succès mondiaux de la pharma. Voilà, donc cette interview, elle n'a pas manqué parce qu'il y a vraiment des trucs étonnants dans la façon dont Albert Bourla parle de manière tout à fait décomplexé, que ouais, c'est bien de faire plein de doses, de toute façon, c'est pas grave, que le vaccin, c'est pas 3 mais 4 doses, en gros, c'est le schéma vaccinal complet, et qu'il y aura des nouvelles maladies dans les années qui viennent, c'est super, et que les antivax font des fake news. Comment te dire? Le bon système néolibéral, non, le bon capitalisme, j'ai envie de dire, c'est, voilà, une immense responsabilité. Merci Albert, merci, au revoir. Et puis, tiens, en parlant de champion de Startup Nation, eh bien, vous saviez qu'Emmanuel Macron, quand il est arrivé, il faisait la promo de la Startup Nation. Il voulait que la France soit une France d'entrepreneurs, une France qui voit loin, une France qui se projette dans l'avenir, une France qui... une France qui gagne, quoi. Eh bien, c'est un pari réussi, vous allez voir, alors attends, c'est où puisque les licornes sont des startups qui valent
plus d'1 milliard d'euros en valorisation boursière. Ça ne veut rien dire. Parce que les startups, pour beaucoup, sont des produits financiers. Et là, 25 licornes sont recensées en France. C'était l'objectif de Macron pour 2025. Donc, objectif atteint avant, c'est vous dire si là, on va plus le tenir. Là, parce que Choose France n'a pas lieu à cause de Omicron, donc c'est un peu décalé. Il n'y a pas eu Davos non plus, il n'y a pas eu le CS, enfin, tout ça, c'est un peu bousculé, mais ça avance. 25 licornes en France, mutuelle de santé, place de marché, Blablacar, Content Square bien sûr, Doctolib, Exotech, Lydia pour les services bancaires, Miracle pour des places de marché, encore OVH, Payfit, Conto, Vodou et VP. Bref, c'est une réussite totale. La politique de l'offre, oui. Les investisseurs sont contents de venir dans la France Startup Nation d'Emmanuel Macron et c'est un beau succès. Et puis, autre beau succès, les banques d'affaires au zénith, c'est du jamais vu. Après 159,4 milliards de dollars de commissions en 2021, les bonus sont attendus en très forte hausse. Et c'est du jamais vu. Depuis mi-21, tous les moteurs tournent à plein régime. Même avant, on n'en avait pas autant. En termes de redistribution, c'est du délire. Donc là, on parle de 22% la hausse par rapport à 2020. Inconnue cette hausse depuis les années 2000. Les banques d'investissement françaises ne sont pas en reste. Les activités ont généré 4 milliards de dollars de commissions, plus 16% par rapport à 2020. Donc les bonus vont exploser. Les mecs vont s'en foutre plein les fouilles. Mais un peu moins parce qu'ils sont plus nombreux. Donc il faudra distribuer la part de la galette. Hein. Mais si vous n'êtes pas trader, c'est une grave erreur. Hein, parce qu'il y a vraiment du fric à se faire. Globalement, c'est quand même un truc que tu peux vraiment... Voilà, ça va mal pour l'économie, mais pour la finance, c'est nickel. Pfizer, tout ça, c'est très bien. Et puis, on a dans les Échos, pardon, c'est plus le Figaro, une interview de Bruno Le Rebond qui nous dit que les règles européennes actuelles sur la dette publique sont obsolètes parce que Bruno va présider son premier conseil des ministres européens de l'économie du budget dans le cadre de la présidence française de l'UE. Et donc, il veut dire, bon, on va se faire des petites règles, parce que c'était nul, hein, les 3% remboursés. Comme là, on s'est endetté comme jamais, comme des gros porcasses, avec le quoi qu'il en coûte. On va prendre le temps pour rembourser. Le temps que l'économie reparte un peu, quoi. Enfin, gentiment, tu vois, petitement. Donc voilà, les mecs sont en train de faire ça. Donc ils vont se faire leur petite dose... leur petit meeting pour dire c'est super, on se fait des règles pour être sûr que l'Europe va pas trop péter parce que entre la Grèce, l'Espagne, le Portugal, les Pays-Bas, la France, ça n'a plus rien à voir. Bon, alors tout ça tient dans l'euro, tu sais pas trop comment, mais Bruno a un plan, hein, visiblement, je sais pas lequel, mais il a un plan. Il est malin, Bruno. Il sait trouver le rebond là où il est. Tu le lâches comme ça dans une pièce, il va te trouver le rebond directement. Attendez-vous des changements majeurs. Voilà, nous ne pouvons pas nous satisfaire des niveaux de progression du PIB que nous avions avant crise, autour de 1,2% par an. Et puis le prix de l'énergie, bien sûr. Alors le prix de l'énergie qui fait que quand même ça a totalement plombé EDF, mais ça on s'en fout, puisque c'est nous qui payons. Qu'est-ce que c'est bien foutu. Lanceur d'alerte, le Sénat revient-il en arrière? Alors, le Sénat, tu m'énerves, franchement, parce que, bon, déjà, tu votes le pass avec Philippe Bas qui dit « Oui, j'ai voté une loi, je sais pas si ça sert à quelque chose, mais j'ai voté. » Bon, le niveau de je m'en foutisme, je veux dire, à ce niveau-là, t'es en terminale, ton prof te dit « Non, écoute, il faut un peu plus d'investissement en classe. Hein. C'est pas... Là, je ne peux pas mettre d'encouragement, je vais mettre un blâme, éventuellement, mais c'est beaucoup trop dilettante, ça, Philippe. Tu ne peux pas voter des lois parce que tu ne sais pas à quoi ça sert. Et là, c'est un texte signé par les responsables de la Maison des lanceurs d'alerte qui explique en réalité, en ces temps de vacillement démocratique, les lanceurs d'alerte sont les vigies du bien commun. Et le problème, c'est qu'il y a un recul dans la loi du Sénat. Seuls les lanceurs d'alerte dénonçant des violations du droit et non plus une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général seraient désormais protégés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec cette définition très restrictive, c'est-à-dire que tu dénonces en fait des violations du droit. Mais tu peux tout à fait faire de la merde en respectant le droit. Hein, c'est là où le lanceur d'alerte est utile, c'est qu'il va dire « Ah mais oui, ils ont respecté le droit, ils ont fait le bon sandwich, ou ils ont planqué de la thune, c'était des produits toxiques, mais ils ne le savaient pas parce que machin. » Mais ils peuvent montrer
avec des preuves, une menace, un préjudice grave pour l'intérêt général, là, ça voudrait dire que Irène Frachon, avec le Mediator, n'aurait pas pu avoir le statut de lanceur d'alerte, Antoine Deltour, avec l'optimisation fiscale au Luxembourg, non plus, et il n'aurait aucune protection. Alors, on est dans une société de la maltraitance. On n'a pas envie que ça aille mieux. On n'a pas envie qu'on puisse dénoncer les pratiques corrompues qui font tourner ce monde, en réalité. Donc, évidemment, on va tout faire pour emmerder les lanceurs d'alerte, les journalistes, les gens qui font leur boulot pour dire « c'est de la merde ». Et j'ai les preuves. Et donc, quand tu es lanceur d'alerte, il faut savoir que la première chose qui t'arrive, c'est que tu as un procès bâillon qui coûte une fortune, tu n'as plus de boulot, parce que généralement, tu dénonces ta boîte, la boîte où tu étais. En gros, tu te prends un mur, une claque qui t'empêche d'avoir une vie sociale et qui va te plomber tes comptes en banque pendant des années. Donc il y avait un statut. Voilà. Signaler un virus inconnu, des bébés sans bras, des algues tueuses, des substances chimiques nocives autorisées sur le marché, chlordécone, des paquines, eh bien avec cette nouvelle définition du Sénat, ça n'entrerait plus dans la définition de l'alerte. Alors même qu'on avait la loi Sapin II qui permettait d'aller plus loin finalement. Le droit d'alerte est menacé. L'idée c'est d'avoir un débat d'intérêt général pour faire évoluer les mentalités et les législations. Et là, non contente de réduire la portée de cette loi, la commission des lois du Sénat propose d'affaiblir la protection accordée aux lanceurs d'alerte, en supprimant celle des associations facilitatrices. Évidemment, quand on parle d'anticorps, ça les emmerde. Nous, on a un podcast avec Crime sous Crimalt, qui est une asso aussi qui dénonce le crime en bande organisée. Ça les emmerde. Donc là, tu fais tout pour emmerder les gens qui essayent de travailler pour le bien commun. Et c'est impressionnant. Hein. C'est le Sénat, ça. Bravo. J'ai envie de dire bravo. Et c'est nous qui payons pour ça. Hein. Tu te dis, à un moment, il faut vraiment arrêter. Il y a vraiment un truc qui ne va pas. Et donc, elle vide de substance le principal mécanisme de soutien financier de la loi Waserman, la provision pour frais versés aux lanceurs d'alerte face aux frais de poursuite juridique, puisque quand tu t'attaques à une grosse banque pourrie, évidemment, c'est toi qui en prends plein la gueule, et donc il faut payer des avocats. Eux, ils s'en foutent, hein, c'est une blague. Mais toi, c'est la fin de ta vie. Et puis, elle viole les exigences de la directive européenne en renforçant des conditions permettant à un lanceur d'alerte de faire une divulgation publique au risque de priver les citoyens d'informations fiables sur des sujets d'intérêt général. Le 19 janvier, cette proposition de loi sera débattue au Sénat, alors qu'elle vient de prendre la présidence de l'Union européenne. La France, qui s'était dotée d'une des 4 législations les plus avancées, risque de devenir la lanterne rouge de l'Europe. Ça encore, c'est l'effet Macron, c'est formidable. Tout ça pour favoriser le secret des affaires. Tout ça pour que, arrêtez, laissez-nous faire du fric entre nous. Voilà. Et donc là, eh bien, ces associations demandent, appellent les sénateurs à rétablir le texte de l'Assemblée nationale et à se saisir pleinement des propositions pour clarifier et renforcer le dispositif des lanceurs d'alerte. Et alors, en parlant justement de se faire du fric tranquille, l'affaire Wendel, je ne sais pas si vous reconnaissez Ernest Antoine Chelière, qui était un patron du MEDEF il y a quelques années. Eh bien, il se retrouve devant les juges pour Billevesée. En fait, c'est une petite affaire fiscale où les mecs se sont mis quelques millions au chaud des paradis fiscaux, hein, avec l'aide de la banque JP Morgan, qui a depuis payé 25 millions d'euros pour éviter un procès. Rien du tout, vous allez me dire. Hein. Là, ils risquent au pire 5 ans de prison et 37 500 euros d'amende. Bon, évidemment, ils n'iront pas en tôle. Évidemment, 37 500 euros d'amende, c'est rien, ils s'en foutent, hein, c'est le prix d'une galette pour eux. Et voilà, c'est 10 ans après, 14 anciens dirigeants qui sont jugés pour fraude ou complicité de fraude fiscale. Ils avaient créé en fait un mécanisme pour éviter l'impôt où ils investissaient dans Wendel, ils rachetaient les parts, puis ils investissaient ensuite des parts dans des boîtes qu'ils fermaient pour récupérer la thune avec l'aide de JP Morgan, la bien nommée, qui a payé déjà 25 millions d'euros pour éviter le procès. Depuis, certains se sont déjà mis en odeur de sainteté avec l'administration fiscale, ils ont payé les impôts dus et remboursés, mais quand même, il y a un procès, et puis la transaction avec JP Morgan, le tribunal judiciaire, son président, Stéphane Noël, avait indirectement répondu en disant qu'une procédure complexe, très sophistiquée, dont la seule finalité en interposant des sociétés était d'éviter l'impôt. Donc ils veulent quand même passer un vrai procès, mais évidemment, c'est juste pour dire oh les gars, vous avez un peu déconné quand même. Ouais, c'est pas, ça se fait plus ça se fait plus, ça se voit trop.
Donc voilà. Et les mecs après au MEDEF t'expliquent que non, c'est toi travailleur social, c'est toi le chômeur, c'est toi le boulet pour la société, c'est toi qui coûte trop cher. Non, 80 milliards d'évasion fiscale, ça fait quand même un beau pactole. Hein. Si on faisait correctement le boulot, je pense qu'on pourrait récupérer de la thune. Fais un câlin à ton chat. Je fais des câlins au chat, vous inquiétez pas, elle est très bien traitée. C'est juste que elle a envie de parler en ce moment, je sais pas. Je pense qu'elle a un truc, mais je sais pas quoi. Oui, bien sûr, le professeur Montagnier, donc où encore une fois on lui donne raison avec cet étonnant traitement hein, de Pfizer. Quand même. Mais personne non plus va relever ce truc-là, quoi. En disant, ah mais oui, c'est quand même étonnant, mais non, en fait, non. Non, il ne faut pas en parler, non. Mais quand même, le vaccin devait marcher à 2 doses à 95%. Non, mais non, c'est la science, ça avance. Mais et le recul, oh, mais on a des milliards d'années de recul. Bah non. Alors après, vous avez dans les Échos, qui est le canard de Bernard Arnault, qui est aussi un propriétaire, enfin pas propriétaire, mais qui est actionnaire de Moderna, des portraits de soignants qui en ont ras-le-bol des antivax, hein, qui disent franchement les gars, la prochaine fois on vous soigne pas, hein, vraiment on en a ras-le-bol, hein, quand on les voit arriver, qui disent ah j'aurais dû être vacciné, bordel, bah fallait le faire, voilà, c'est trop tard, tout ça est trop tard. Bon, que vous dire je ne sais que dire. C'était la revue de presse du Monde Moderne, je l'ai fait avec une voix faillissante, chevrotante, mais c'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les matins pour cette revue de presse qui est de plus en plus regardée et suivie sur différents réseaux, donc je vous remercie beaucoup. Je vois qu'il y a des premières fois. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, c'est important pour nous. Ici, avec Prime, mais aussi sur Patreon, vous pouvez nous soutenir puisque ça nous permettra de diversifier les contenus et de faire plein d'autres choses dans les mois qui viennent. Parce qu'au-delà de l'élection présidentielle, je pense que c'est important de pouvoir tous les matins avoir cet espace d'échange, et pas que le matin d'ailleurs, on a d'autres formats, mais d'autres choses, pour parler un peu de la catastrophe ambiante, enfin ce moment fasciste que nous vivons. On peut le refuser, c'est ce qu'on fait ici tous les matins, en disant on peut aussi garder son esprit critique, on doit garder son esprit critique, et croyez-moi, c'est pas... Oui, troublé, peut-être. Ou elle sent peut-être le Covid. Les animaux, ils sont pas comme nous. Dans 5 mois, s'il passe, je sais pas. Moi, je vois, on en parlera, on fera peut-être des spéciales présidentielles avec la boule à neige d'Albert Bourla. Là, comme c'est plié, j'ai l'impression qu'on s'achemine quand même vers un Macron bis, avec tous ces vieux thalassothérapeutes là qui sont là, moi j'aime bien ce président, il est pas assez de gauche mais je l'aime bien, ou alors il est pas assez de droite mais je l'aime bien, comme il est n'importe quoi, puis il est jeune, ça leur fait croire qu'ils sont encore jeunes, ces vieux cons, et du coup comme ils en ont rien à foutre des autres, en fait c'est des gros égoïstes de merde, ils font le truc et voilà quoi. Donc on est vraiment dans la merde, je vous cache pas. Donc il va falloir faire des chaînes de solidarité, il va falloir s'informer autrement, il va falloir bien sûr s'organiser aussi pour vivre bien, hein, partager des magrets de canard, du calva, des produits du terroir, quoi, des trucs bien, un peu comme Fabien Roussel. Et puis ne pas avoir peur, bien sûr. Enfin, l'idée aussi c'est de tenir bon, parce que tout ça n'aura qu'un temps. Même si malheureusement, je pense que la société du pass social va s'imposer par la force à nous. Après, le choix qui nous restera, ce sera d'en sortir. Hein. Voilà, tout simplement. Et dire, je vis pas dans ton monde de merde. J'ai pas envie de montrer mon œil pour rentrer dans mon bureau, quoi. Donc on verra. Mais on est en 2022, c'est quand même assez incroyable. C'est pas une punition, c'est pour la science. Ah bah oui, c'est... Allez, comme c'est lundi, comme vous êtes mignons. Lorsque tu vas sur une ligne de production... c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Et voilà, eh oui. Ah, sacrée Agnès Pannier. On la voit plus trop. C'est marrant parce que tu vois qu'ils les débranchent, ils en rebranchent d'autres. C'est assez marrant. C'est quand on a marre, quand t'as un clown qui a fait déjà trop de trucs, hop, là il rebranche Castaner en ce moment. C'est le retour du clown Casta.
T'as Aurore Berger aussi qui a été rebranchée à l'occasion du pass vaccinal. Agnès Pannier-Runacher, tu la sens bien débranchée en ce moment. Sans doute parce qu'elle est en train de se recaser et qu'elle a des plans pour l'avenir. Je pense qu'elle veut peut-être... parce qu'il y a des mecs qui vont vouloir se représenter en tant que députés. Enfin, ces mecs-là sont là pour nous bugger pendant longtemps. C'est ça qui est terrible, c'est que tu dis non, ils ont fait 5 ans de merde, ça va s'arrêter là. Non! Ils y prennent goût. Après, c'est comme Valls. Je sais pas si vous avez vu Valls. Putain, il me fait pitié. Manuel Valls, le mec, il arrive sur tous les plateaux. Oui, moi, je suis fait pour le pouvoir, je suis fait pour diriger, moi, vous comprenez. Alors, c'est dommage qu'on ne fasse pas appel à quelqu'un de mon expérience, mais voilà. Le mec, il passe son temps à faire la retape pour être pris par je sais pas qui, personne. Plus personne ne veut de toi dans ce pays, Manuel. Mets-toi ça dans le crâne et une bonne fois pour toutes, quitte le territoire. Voilà, parce que franchement, t'as fait suffisamment de mal comme ça. Mais le mec est fou, quoi. Il a besoin, soit il a besoin d'un conseil psy, soit il a besoin de prendre du temps pour lui. Mais non, on ne veut pas d'un mec comme ça au pouvoir. Là, tout ce qu'on vit, c'est grâce à François Hollande, en plus. Donc, la Macronie, tout ce merdier, là. C'est pareil, le PS ne veut pas comprendre. Voilà, pourquoi ça marche plus? Parce qu'on a vu, ça marche plus. Donc, voilà. Il restera, il finira, je sais pas comment. Ouais. Moi, je m'appelle Manuel Valls, mais voilà. Il n'a pas besoin de fric, il a fait un mariage avec une héritière multimilliardaire. Le fric, ça va. C'est le pouvoir, c'est encore autre chose. Bon, je vais me taire, parce que là, je n'arrive plus à parler. J'ai quand même parlé pendant 1h30 avec les cordes vocales abîmées. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, faites attention. Et merci de faire la promo de cette revue de presse. Merci d'être la commu la plus phénoménale. Ouais, je peux faire Bray Wyatt. De Twitch. On s'est imposé en quelques mois comme un Twitch politique qui compte et humoristique aussi. Donc, je compte sur vous. C'est demain. La revue de presse du monde moderne. Je parle comme qui? Je parle comme... Ah ouais, nous sommes en guerre. Ouais, ça y est, je peux faire ma voix grave. Je fais bonjour, nous sommes vendredi. Non, on est lundi, mais c'est pareil. Faut vous soigner. Écoute, je sais pas, pour le moment, c'est l'équivalent d'une angine, j'ai envie de dire. Bon, je vous tiens au courant. Citron, chaud, miel, vitamine D, voilà, aspirine. Et si vous avez des restes, si vous avez du Paxlovid, des petites pilules de chez Pfizer, là, si vous en avez des échantillons, parce qu'ils ont dû faire le tour des pharmacies avec leurs échantillons, là, c'est des vendeurs. On trouvera ça. Et puis non, de toute façon, on a l'élastique à chip du monde moderne, ça compte. Allez, bonne journée, à demain, ciao, prenez soin de vous et prenez pas ça trop au sérieux, ciao.